Oui, mais non, je te parle pas des numéros des arbres. Alors c'est 10 €, je te dirai combien il y a. On va être riche à la fin de la journée. Vous êtes monsieur? Qui vise à mettre en valeur les forêts, les arbres et le matériau bois. Et localement, ce qu'on vous propose, alors c'est le GIP de préfiguration du Parc National, en partenariat pour cette sortie avec les établissements d'Herbomez, donc une entreprise d'exploitation forestière. On vous a proposé aujourd'hui une sortie intitulée Exploitation forestière et ça s'inscrit dans une série de 3 sorties qu'on a baptisées De la graine à la chaise. Avec une première sortie qu'on a fait samedi, on retrouve quelques têtes d'ailleurs, qui portait sur la gestion forestière. Et vendredi, on se retrouvera à l'entreprise Brugère pour visiter l'entreprise de déroulage de hêtres à Châtillon-sur-Seine. Donc on l'a vu samedi sur la gestion forestière, on a évoqué de la graine jusqu'à l'arbre, que ce soit plantation ou régénération naturelle, comment l'arbre pousse, jusqu'à obtenir un grand arbre, un bel arbre, en l'occurrence c'était des hêtres essentiellement. Et on a vu le travail du forestier qui consistait à doser la lumière, à travailler au profit de l'arbre objectif. Et aujourd'hui, on visite un chantier d'exploitation forestière, l'idée étant de découvrir l'organisation d'un chantier, les règles de sécurité à la fois sur le chantier mais aussi peut-être par rapport aux autres usagers de la forêt. Et enfin, peut-être la prise en compte de l'environnement, du milieu naturel qu'on pourra évoquer aussi, la découverte des machines forestières également. Voilà. Je vous laisse poursuivre. Ouais. Je ne me suis pas présentée, accessoirement, oui. Je suis chargée de mission forêt filière bois pour le GIP qui préfigure le 11e parc national français qui sera dédié à la forêt. Je m'appelle Isabelle et j'ai mes collègues qui sont présentes aussi. Il y a Sonia là, directrice adjointe du parc national. Je les présente parce que si vous avez des questions sur le parc national au cours de la visite, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. À côté, on a Laurie qui va prendre des photos, si vous l'autorisez à prendre des photos. Si vous ne voulez pas figurer sur les photos, il ne faut pas hésiter à le dire. Et Cyrielle, notre chargée de communication, qui elle prendra des vidéos parce qu'on a pour projet de monter un petit film qui retrace vraiment nos 3 sorties de la graine à la chaise. Laurie est stagiaire chez nous, oui. dans 3 semaines, 6 semaines. Voilà. Donc je vous laisse dérouler la sortie, on interviendra de temps en temps sur le parc national où je compléterai vos propos si ça vous va. Ça, je ne suis pas sûre de les relever. Mais... Donc bonjour, Alexandre Lambert, donc, je suis responsable des exploitations des établissements de d'Herbomez. Alors je vais vous faire une présentation sommaire de l'entreprise. Monsieur d'Herbomez a créé son entreprise il y a déjà maintenant plus de 25 ans à Châtillon-sur-Seine en tant que bûcheron, seul, après débardeur, à son compte tout seul aussi, et ensuite il a augmenté avec des engins, des bûcherons pour arriver maintenant à environ une trentaine de salariés. Donc nous avons 5 bûcherons salariés, des chauffeurs d'engins, donc vous allez voir une abatteuse, donc ça on en a 3, des porteurs pour sortir le bois, on en a 5, des débusqueurs pour sortir les grumes, des chauffeurs de camions, donc voilà, une trentaine de personnes donc pour une entreprise qui vend environ entre 120 000 et 150 000 tonnes de bois par an. Donc pour un repère, un camion fait 30 tonnes. D'accord. Donc essentiellement nous exploitons sur ce qui est Bourgogne, donc surtout la Côte d'Or, Lyon, la Nièvre, très peu la Saône-et-Loire, mais aussi la Haute-Marne et l'Aube. Donc pour ce faire, nous achetons donc du bois le plus souvent sur pied, que nous après nous exploitons donc par nos propres moyens. Alors ensuite nous avons aussi, en plus de nos 5 bûcherons salariés, une soixantaine de bûcherons entrepreneurs, étrangers, roumains. Donc on va parler de tout ça. On est très content de pouvoir accueillir des personnes pour pouvoir parler de l'exploitation forestière, parce qu'en fait c'est un domaine qui est très peu connu, où beaucoup de
gens se permettent de dire des choses sans connaître. Et donc aujourd'hui, je suis là, j'ai été désigné volontaire pour répondre à toutes vos questions. L'exploitation forestière, quand il fait beau, c'est très bien. Quand il pleut, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est moins bien. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez, qui vous passent par la tête, et j'y répondrai le plus précisément possible. Donc sinon, dans le déroulement des exploitations, la plupart du temps, nous achetons à peu près 80% de notre bois à l'ONF. Tous les ans, au printemps, ça va commencer à partir du 10 avril, il y a des ventes ONF jusqu'au fin juin, et à peu près aussi en début septembre. Donc nous, notre activité, c'est la trituration. Donc la trituration, c'est du bois qui sert à faire de la pâte à papier ou du panneau de particules. Et donc les panneaux de particules, c'est pour tout ce qui est construction, pour l'intérieur des maisons. Et la pâte à papier, donc c'est pas, enfin on dit pâte à papier, mais aussi cette pâte, elle sert aussi à faire les mouchoirs en papier que vous avez dans les poches, les couches culottes, les papiers essuie-tout, toutes ces choses-là. Donc c'est des choses quand même qu'on a tous chez nous. Ensuite, après, bien sûr, il y a la plus belle partie qui servira à faire des meubles, que l'on a aussi tous chez nous, en bois, au moins quelque chose, voire même des couverts en bois. Donc je vous dis surtout ça, c'est pour vous dire qu'il faut exploiter la forêt. Bien l'exploiter, on est bien d'accord, mais il faut que la forêt soit exploitée, parce qu'on a des besoins, mais c'est surtout pour qu'elle puisse vivre, il faut qu'elle soit exploitée. Donc on ira voir tout à l'heure un chantier avec une exploitation mécanisée, donc avec une abatteuse, de petits bois. En même temps, en face de l'autre côté, on a des peuplements un peu plus importants avec des gros bois, et on essaiera de faire la relation justement entre le petit, le gros, et comment ça vient, et pourquoi la forêt de Châtillon est dans cette configuration, je vais dire dans cet état, c'est pas ça, parce qu'on a aussi des réflexions du genre, ouais, la forêt de Châtillon, elle a été dévastée, elle est complètement ravagée. Donc on parlera des différents types de peuplement, puis j'essaierai de vous expliquer pourquoi elle est comme ça. Alors, nous, on est entreprise privée, hein, j'ai rien à voir avec l'ONF, mais on travaille avec eux, avec des très bonnes relations avec eux, et de toute façon, il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on vous explique pourquoi ça se passe comme ça. Alors c'est comme partout, évidemment, il y a des choses que vous allez peut-être pas accepter plus ou moins, ou d'autres, mais bon, on en parlera, on est là pour ça. Je suis là pour vous expliquer tout ce que je peux, et puis après, avec des compléments pour les... ce que je vais vous montrer, ça s'appelle un kit de franchissement des cours d'eau. Puisque maintenant, depuis déjà de nombreuses années, il faut faire extrêmement attention à tous les cours d'eau. Donc chaque fois qu'on doit traverser un cours d'eau, et on doit faire une demande à la police de l'eau pour pouvoir traverser un cours d'eau. Donc ça, il faut savoir que grâce à nos lenteurs administratives, il faut quand même demander ça au moins 3 semaines, voire 1 mois à l'avance, avant le début du chantier. Donc la personne doit venir sur le terrain, vous voyez avec elle pour savoir comment faire. Alors soit si vous devez franchir le cours d'eau, vous devez faire la demande, soit vous faites un pont. Mais faire des ponts en forêt, c'est quand même pas facile. Donc si vous faites un pont, vous n'avez pas besoin de faire de demande. Alors par contre, nous on essaye de justement, je l'ai fait plusieurs fois dans des exploitations assez importantes où avec des gros morceaux de charme de 4 à 6 mètres de long, on peut poser ça au-dessus du cours d'eau. Alors il faut savoir qu'un cours d'eau, ça peut être simplement un fossé qui se remplit pour évacuer de l'eau. Ça, c'est un milieu humide. Donc à partir de ce moment-là, ça peut être considéré comme un cours d'eau. Mais légalement, quand vous regardez une carte IGN, si vous avez le petit trait bleu qui indique que vous avez un cours d'eau, donc là, vous êtes sûr qu'il faut que vous fassiez la demande à la police de l'eau. Donc c'est quand même toujours des choses contraignantes, mais normales. Parce que de toute façon, ensuite, les engins... alors, nos engins fonctionnent depuis 1995 avec de l'huile hydraulique biodégradable. Donc, ce n'est pas l'huile du moteur, on est bien d'accord. C'est l'huile, vous verrez tout à l'heure tous les tuyaux, tous les flexibles qui permettent de faire manœuvrer les grues. Toute cette huile-là, c'est de l'huile bio. Donc l'huile bio, il faut savoir qu'elle a coûté au début 5 fois plus cher, elle coûte encore 2 fois plus cher que de l'huile normale, voire 2 ou 3 fois parce qu'il faut faire les vidanges plus souvent. Mais quand vous avez un tuyau qui pète, d'un seul coup, vous avez vite fait 10 litres ou 15 litres d'huile qui tombent dans la nature. Donc le but, c'est quand même d'avoir cette huile bio, c'est que c'est de l'huile qui se dégrade, pas à 100%, mais on va dire à 90% dans la nature. Donc, quand vous passez dans des cours d'eau, si vous avez des engins qui ne sont pas entretenus, qui ont de l'huile qui coule de partout et que vous passez dans l'eau pour laver votre engin, c'est quand même pas normal.
Donc il faut faire très attention à ça. Alors la façon de faire, c'est de pouvoir mettre ces tuyaux. Donc c'est du plastique, c'est du PEHD, ça s'appelle. C'est comme ceux que vous voyez dans les travaux sur les routes, hein, pour enterrer les fils électriques et compagnie. Donc c'est ce type de tuyau là, il existe dans un kit différents types de diamètre 20 jusqu'à diamètre 50. Et vous devez adapter vos tuyaux en fonction du débit du cours d'eau. Le plus que l'on ait fait nous, c'était dans une rivière de première catégorie de pêche qui faisait 6 mètres de large. Donc là, la façon de faire, c'est que vous devez déjà avoir le lit qui n'a pas de cailloux. Parce que autrement, si vous mettez ça sur des cailloux, ça va les percer. Quoi. Ensuite, vous devez être sur des berges qui sont le plus verticales possible, de façon à ce que si jamais vous les mettez, si c'était des berges inclinées comme ça, vous risquez en appuyant dessus de dégrader la berge en plus. Donc vous mettez les tuyaux. Alors dans le cas, là c'est le cas vraiment d'une grosse rivière, hein. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se mette en cuissarde, qui descende dans l'eau. Le tuyau, il faut le poser dans l'eau, le remplir d'eau. Entre chaque tuyau, il faut mettre des morceaux de bois, recouvrir avec un lit de bois. Après, on remet des tuyaux, on recouvre, et au fur et à mesure, ainsi de suite, au fur et à mesure de la hauteur de l'eau. Et alors, surtout, ce qu'il faut penser à aussi, c'est que quand vous le faites, il y a un certain débit du cours d'eau, mais suivant la saison où vous êtes, il faut penser que si c'est en été, qu'il y a des risques d'avoir des gros orages, ou en hiver, qu'il peut y avoir des grosses pluies, que le débit va augmenter, vous ne devez pas freiner le débit de l'eau. Donc il faut imaginer aussi que le débit puisse être plus important, donc peut-être mettre déjà des gros tuyaux au départ alors qu'il n'y en a pas beaucoup de débit d'eau. Et ensuite, quand on a fini de mettre du bois, on recouvre par des branches. Alors l'idéal, c'est des branches de résineux, de façon à ce qu'à chaque fois que le tracteur va passer d'un côté à l'autre en passant sur le pont, la terre qui peut être sur les pneus tombe sur les branches et ne tombe pas dans la rivière. Parce que vous êtes tenu normalement de mettre les tuyaux et de ne pas faire de remous. Alors c'est pas facile, hein, mais c'est la façon de faire. Mais c'est comme ça, on est obligé de faire comme ça. Sachez qu'à chaque fois qu'on doit traverser un cours d'eau, il faut faire une demande à l'avance. Et alors directement à la police de l'eau. Là-bas, on pourrait dire qu'il n'y a plus rien dans cette forêt-là. Tout a été rasé. Tous les arbres, tous les gros arbres qui ont été coupés pour faire des planches ou du déroulage ont été effectivement enlevés. Mais en bas, en dessous, il y a eu de la régénération. Donc c'est pour ceux peut-être qui n'étaient pas à la visite samedi, il y a eu de la régénération, les arbres ont commencé à repousser. Et tout ça, ça s'appelle quand même de la forêt. Il y a toujours sa vie. On en est à ce qu'on appelle un perchi. Donc un perchi aux alentours 20-30 cm de diamètre. Donc là, le but de l'exploitation, c'est de pouvoir éclaircir les arbres d'avenir. Alors en priorité, les arbres d'avenir, vous voyez, il y a des arbres qui ont des points bleus, qui ont été repérés donc avant par l'ONF, par le gestionnaire. Hein, ça se fait aussi de la même chose dans la forêt privée. Et en fonction de ça, les personnes qui gèrent la forêt marquent les arbres qui sont autour pour donner de la lumière. D'accord ? Mais majoritairement, on coupe hors frais pour les groupes. Et ensuite, donc pour occuper les bûcherons, on faisait les résineux en été. Mais les résineux, suivant les types de résineux, quand vous avez par exemple de l'épicéa, vous avez énormément de branches, donc ça fait un faible rendement pour les bûcherons, c'était quand même pas trop leur dada. Et quand on a acheté quand même la première machine, je me suis dit, oh là là, on va piquer le bûcheron, on va piquer le travail des bûcherons, puisque un bûcheron, on peut faire environ 10 à 15 mètres cubes par jour. Une machine comme celle-ci, dans du feuillu comme ça, on demandera au chauffeur, mais elle peut faire de 50 à 80 mètres cubes par jour. Dans des très beaux résineux, elle fait 150 mètres cubes par jour. Donc mon souci était là. La tempête étant arrivée après, tout est tombé l'un sur l'autre. C'était tellement dangereux que c'était très bien que les machines arrivent à ce moment-là. Alors pour vous donner un ordre d'idée, hein, puisque ça de toute façon ce n'est pas du tout de secret, les bûcherons sont payés à la tâche. Donc plus ils travaillent, plus ils gagnent d'argent. Donc le minimum obligatoire c'est qu'ils aient un SMIC. Ça on est tenu qu'ils aient un SMIC. Et ensuite, après, ils gagnent autant qu'ils veulent. Autant qu'ils peuvent. Après, à nous, comme ils coupent, de leur répartir les chantiers en leur donnant des bons chantiers, des chantiers un peu moins bons. Mais pour pouvoir travailler, non plus, un bûcheron, c'est pas un esclave. Donc, nous, on leur donne des belles coupes où il y a des grumes, où il y a du gros taillis en même temps. Et quand on a des coupes comme cela, parce que vous avez vu que c'est quand même tiré jusqu'à 5 de diamètre, c'est du bois qui est quand même pas très gros, donc il n'y a quand même pas beaucoup de rendement dans ces parcelles-là. Donc on le fait avec la machine.
Alors, vous allez me dire, la machine aussi, elle n'a pas un super rendement là-dedans. Mais pour que la forêt pousse et vive, on ne peut pas acheter que des grosses parcelles, que des grosses perches, c'est pas possible, quoi. L'ONF essaye de plus en plus de mélanger avec le chêne, surtout que le réchauffement climatique va faire qu'à un moment donné, le hêtre va énormément souffrir, donc il faut essayer qu'il ne soit pas le seul dans les compléments. Donc là, c'est un frêne. Il a une fourche à 4 mètres, on pourrait dire qu'il n'est pas très beau, mais au moins il a l'avantage d'exister et de se mélanger au hêtre. Et lui, après, il fera des semis et il y aura d'autres petits frênes qui pousseront. Donc, je dis ça parce que moi je l'ai fait, en passant dans des coupes ONF, en passant dans des coupes, on voit qu'il y a des arbres qui n'ont pas été coupés, on se dit mais pourquoi ils n'ont pas coupé ça? Mais nous on le regarde avec, moi je le regardais avec mon œil d'exploitant, en me disant il n'est pas beau, on n'a qu'à couper. L'ONF, quand on le regarde avec l'œil du gestionnaire, s'il l'a laissé, c'est peut-être parce que soit c'est une autre essence, soit c'est pour ne pas faire un gros groupe, et il faut aussi qu'eux répartissent l'impact de la lumière sur le terrain. Donc à un moment donné, pour ne pas faire un gros coup, il vaut mieux laisser un arbre qui n'est pas joli, mais on le coupera le coup d'après. Parce que il faut voir que les rotations, on dit, c'est environ 8 ou 10 ans en fonction du cycle de peuplement. Et ça, alors tout ce qu'il peut y avoir en triangle bleu, si jamais vous voyez en forêt des triangles bleus, c'est des arbres qui sont réservés pour la biodiversité, justement, un arbre qui est en train de mourir ou qui est mort et qui servira de nourriture pour les oiseaux. D'accord? Donc ça fait aussi partie des impacts de l'environnement qui est pris en compte dans la gestion forestière. Là vous voyez un arbre un peu gros, un peu dans la limite du diamètre. Donc le coupeur, là, il arrache, des fois il coupe, c'est un peu comme ce qu'on peut faire. Après ici, c'est du bois qui va être broyé. Donc de toute façon, pour certains, ne pensez pas à faire 1 mètre en vous disant j'ai du bois 1 mètre, c'est ma boîte fine, du bois bien coupé, tout ça. C'est pour être broyé en 100 mètres. Le tout c'est qu'il soit ébranché, pour que quand il soit mis dans les camions, ça ne sorte pas des branches de chaque côté pour qu'il y ait des risques avec les gens qui sont autour des camions. Mais ça c'est une mentalité que l'on a, il faut accepter que le travail ne soit pas nickel comme on faisait avant, comme on peut faire quand on fait des affouages. Et là, quand on fait des affouages, on ne donne pas son temps, on ne donne pas ses heures, on ne donne pas son argent. Sinon on irait beaucoup plus vite. Donc vous voyez là où on est, les branches qui commencent à faire plus de 5 à 7 cm de diamètre, c'est assez difficile. Elle ne les coupe pas en fait, elle les arrache. Parce que si vous voulez, les machines elles ont été construites au départ pour faire du résineux. Donc, et les gestionnaires ont adapté leur manière de marquer pour qu'ils puissent être aussi exploités du bois par des machines. L'avantage de cet engin, c'est que vous voyez, la grue elle peut aller au moins jusqu'à facilement 7-8 mètres on va dire. Alors en s'étendant comme ça. Après il faut pouvoir, elle ne peut pas zigzaguer entre les branches, entre les arbres sur pied. Hein. Mais l'avantage justement c'est qu'elle va chercher le bois très loin, elle le ramène en bordure comme pour du résineux. Et donc là, le tracteur passe pour débarder qu'à un seul endroit et donc c'est pour ça qu'on limite aussi le tassement du sol. Parce que là si vous voyez à peu près 10 mètres plus loin il y a un cloisonnement. Et ça, c'est ce cloisonnement qui a servi au départ aux ouvriers forestiers pour pouvoir passer, pour soit couper des noisetiers qui avaient pris le dessus, soit pour sélectionner déjà au niveau des semis les plus belles fines. Ça, c'est fait pour que l'homme passe à pied. Alors qu'à côté, c'est fait pour les engins. De panne. 35 jours de travail, hein. Donc ça fait pas 1 mois, hein. Ça fait 1 mois et demi. Hein. Donc on a eu l'équivalent d'1 mois et demi d'un engin qui n'a pas tourné. Donc c'est pour ça qu'on a acheté de nouveaux engins, mais lorsqu'on a des nouveaux engins comme les petits, comme certains on a changé 2 camions aussi, mais les camions ils étaient en panne tout le temps. Quand vous avez le camion qui part libre en Belgique, ou tombe en rade, il faut appeler la dépanneuse pour aller leur chercher et ramener, ça vous coûte 30 €. Donc, vous pouvez poser
toutes les questions que vous voulez et vous verrez bien si je réponds. Entre 1800 et 2500. Alors, nous, on n'a aucun salarié qui est payé au rendement. Le but, il est que la personne, voilà, le bûcheron est payé au rendement. Mais tous les engins qui travaillent en forêt sont payés à la journée. Enfin, sont mensualisés. Le but, c'est que pas de rendement, enfin, on suit le rendement bien sûr, mais quand les gens sont payés au rendement, il y a toujours tendance soit à se dire, le bout de là, il est trop loin, je le coupe pas, ou il est trop loin, je ne vais pas le ramasser, je me dépêche parce qu'il faut que je repasse un camion dessus. Ah bah crac, j'ai mis un coup de grappin dans les arbres, ils sont écorchés. Donc c'est la qualité du travail en priorité. Et après, c'est à nous de surveiller nos collègues et de dire bah. À 100 ans d'essence, bah oui, 4 heures. Mais bah, pour les chauffeurs d'abatteuses, on leur conseille de sortir, d'essayer, bah lui il fume pas donc c'est très bien, mais de sortir parce qu'après ils travaillent beaucoup donc avec les bois. Après ils risquent d'avoir des maladies comme les qui sortent toutes les 2 heures, qui vont faire pas tout des petites choses, c'est ça. Oui, si. Ah oui, oui, non mais si, non, non, mais je dis entre 1800 et 2500. Et le travail, on n'est pas à lui dire à 8h, tiens, t'es là, ou à 5h, t'es là, non. Voilà, non, c'est ça. Après, quand si un soir on a besoin de rentrer de bonne heure, ben voilà, on rentre. Les chauffeurs dans le pays, on ne s'occupe pas de quelqu'un. Les chauffeurs de porteur, si on doit chercher un camion, il faut qu'il le dise. Si un chauffeur doit rentrer un soir à 4 heures, ben il le dit, voilà, c'est tout. Dans une même gamme, il y a des crosseurs de machines. Ça, c'est la gamme moyenne. Vous en avez des gros qu'on n'achète pas parce que c'est pas adapté à la. Voilà, oui, comme les porteurs, vous avez des engins. Nous, nos porteurs, ils font environ 10 à 12 tonnes à vide. Vous remettez 10 tonnes de bois dessus, ça fait un ensemble à 20 tonnes. Vous avez dans des pays scandinaves des engins, ils peuvent faire 30 tonnes à charge. Mais ils coupent plus à blanc, il y a beaucoup plus de branches, c'est beaucoup plus facile, c'est pas le même type d'exploitation que chez nous. Vous pouvez regarder les bûcherons de l'extrême à la télé, c'est pas des choses qu'on peut faire chez nous. Donc voilà, il faut s'adapter en fonction de forêt. Non, il va pas plus. Et après, entre lui, c'est pas possible. Parce qu'il y aura des trop grosses branches, l'arbre va être trop lourd à pousser, il va perdre du temps, il va abîmer la machine. De toute façon, là, la machine, elle sera beaucoup plus vite quand elle est dans du produit que dans du résineux. Quand vous avez vu comme elle a du mal à être branchée, donc voilà. Voilà, et après, chez lui, il n'y a pas besoin de on rentre tous les qualités de produits que l'on souhaite. Donc là, il y a 4 mètres, là il y a fait 2 mètres, on peut mettre 2 mètres, 4 mètres, on peut mettre tout ce qu'on veut. On programme. Pour faire du résineux, c'est là où il y a plus de d'épicerie, on va dire. On fait de la filtration de 8 cm jusqu'à environ 15. Après on fait des billons de 2,40 m de long, de 16 à 30. Et après, on peut faire des dunes de 31 et plus. Et on peut avoir 3, 4, 5 catégories et par exemple différentes. Donc, le chauffeur, quand il coupe un FICA, il appuie sur la touche FICA et la machine fait que
elle prend l'arbre, elle le mesure, elle voit les diamètres, elle s'arrête tout poil où il y a besoin. Si ça convient pas, hop, elle revient. On sait qu'un billon doit être à 30 au plus grand bout. Si ça va pas, ça va au plus petit bout. Vous dites à ce qu'on va être là, j'ai pas mon cas. Donc la machine est faite automatiquement. Quand on fait des billons de 15 à 30, le dernier billon qui arrive à 30, la machine est très bien, elle fait la structuration automatique. À chaque fois qu'il a un arbre, le volume s'affiche au fur et à mesure. Donc il sait exactement ce qu'il fait. Et il a transféré les informations au porteur. Et si on lui dit au porteur va me chercher les petits millions, la machine peut aller le chercher. Bon, ça on ne le fait pas parce que nous on n'a pas besoin, mais dans les pays scandinaves c'est possible. Avance voir la tête. Alors, vous allez voir le guide là, voilà. Donc un guide de tronçonneuse, assez grand quand même, hein, avec une chaîne de tronçonneuse adaptée, bien sûr. M'approcher quand je serai sûr que ça ne bougera plus. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la tête d'abattage. D'accord? Alors, ici, vous avez des couteaux. Un, deux autres de chaque côté. Ici, au-dessus aussi. C'est ce qui sert donc à ébrancher l'arbre. Donc, la machine arrive, je fais l'arbre. Déconne pas. Je fais l'arbre est saturé. D'accord? Ensuite, la machine, enfin le guide, coupe l'arbre à son pied. Et après, le chauffeur, avec la grue, hop, fait tomber l'arbre. Quand l'arbre est tombé, les rouleaux qui sont ici, entraînent l'arbre pour qu'il puisse être ébranché. En même temps, il y a une roulette ici qui mesure la longueur, ce qui fait que l'arbre, après, la machine arrête le morceau directement quand il y a besoin. Et après ça coupe. Et après ça coupe. Donc si on a programmé du 4 mètres, elle avance de 4 mètres. À 4 mètres, quand c'est branché bien, c'est coupé. Ça se fait automatiquement. Mais le chauffeur, l'humain, a toujours le dessus sur la machine. Si lui il voit que l'arbre n'est pas assez branché, il rebranche encore un petit coup avant que ce soit vraiment bon à couper. D'accord? Quand on fait des billons de différentes qualités avec la machine dans le résineux, si le chauffeur a vu par exemple un défaut dans le billon, il revient et il dit non, je ne fais pas de billon, même si les caractéristiques voudraient que ça se fasse, il dit non, je fais un bout de trituration parce que l'arbre, il y a une mauvaise branche, il est pourri ou une chose comme ça. Donc, il y a tout ce système de tuyaux, donc c'est là dont je vous parlais tout à l'heure, l'huile hydraulique qui passe là. L'huile qui est dedans, c'est de l'huile hydraulique biodégradable. Contrairement à l'huile du moteur. D'accord ? L'huile de chêne aussi. Il faut savoir aussi que les bûcherons sont tous tenus aussi maintenant, dans les forêts publiques, d'avoir de l'huile de chêne biodégradable. Ainsi que tous les affouagistes, bien évidemment. Théoriquement. Théoriquement. Non, bien évidemment. Donc, Ça fute, ça? oui, ça s'affûte. Ah, les couteaux, ça s'affûte. Hein. Ah, viens Baptiste, il va nous en parler. N'aie pas peur, descends. Ils sont gentils, ils m'ont pas mangé encore. La machine, vous voyez comme elle est là, la cabine, ça s'appelle une cabine à correcteur d'assiette. C'est-à-dire qu'elle est toujours horizontale. Quel que soit le relief du terrain, le chauffeur est toujours à l'horizontale dans sa cabine. En haut, en travers, tout ça, lui il est toujours droit, ce qui permet de pouvoir bien travailler et d'avoir moins mal au dos. Toutes les conceptions des machines ont été faites de façon à améliorer de plus en plus les conditions de travail des personnels. Donc dans les porteurs, même là, les sièges, il y a des sièges pneumatiques qui font que on essaye d'éviter le plus possible le tassement du sol. Là maintenant la cabine elle tourne en même temps que la grue, ce qui fait que le chauffeur il tourne en même temps, c'est pas toujours son cou qui travaille et qui regarde où est-ce qu'il faut aller. Donc ça évite d'avoir des problèmes de cervicale. Bon après je dis pas que là-dedans ça se fait quand même toujours un petit peu secouer. Mais c'est comme tout engin, hein.
c'est comme notre voiture, hein. Si on veut la faire secouer, on la fait secouer, mais si on veut que ça avance normalement et pas se faire secouer, on fait ça en fonction aussi. Chaque conducteur a sa machine et est responsable de son entretien. C'est sa machine. Sa machine, Ça se prête pas. Et ça se prête pas. Et c'est pire que sa copine. Parce qu'il faut y rentrer dedans en chaussons. Non, mais c'est chacun a sa machine. Ils sont très susceptibles si on met quelqu'un d'autre dessus pendant les vacances. Mais ils font leur entretien complet, ils s'occupent de leur machine complètement, donc ça se comprend. Et alors vous emmenez la machine le jour 1 du chantier et vous la réemportez une fois le chantier fini? Voilà. D'accord. Elle dort de la nuit toute seule en forêt. Ouais. On lui met une petite couverture. Non, mais oui, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Si, il y a des soucis de vol de carburant. Puisque, vous avez vu, on a une cuve là-bas, chaque engin a une cuve d'une autonomie à peu près d'une semaine. Quand arrive l'hiver ou des problèmes économiques et toutes ces choses comme ça, on se les fait fracturer, quoi. Donc après, tous les soirs, ils doivent faire attention à bien la caler dans un coin, à reculer la machine. Voilà, quoi. Ça, on s'en fait voler à peu près 4 ou 5 000 litres par an, quoi. Quand même. Oui. Le bois puisse tourner en transformant le bois local dans des entreprises locales avec des emplois locaux éventuellement ou d'autres en plus. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui esquissé pour le projet de parc national. Ça doit être détaillé, hein, cette année en particulier. 2016, on écrit la charte, c'est ce qu'on appelle la charte, c'est le projet pour le territoire en fait. Que veut-on pour le tourisme, que veut-on pour l'agriculture, pour la forêt, pour d'autres domaines, hein, l'artisanat, etc. Le patrimoine culturel aussi. Donc voilà, 2016 on écrit la charte, c'est un plan d'action, hein, pour le territoire, en mettant tous les acteurs, tous les partenaires de travail autour de la table. Et bien sûr, on l'a un peu évoqué aujourd'hui, un parc national, pour préserver des patrimoines, c'est aussi une réglementation. On a vu qu'il y en avait déjà quand même pas mal en forêt. Et il y en aura encore plus. On travaille intelligemment. On travaille intelligemment en faisant l'état des lieux de la réglementation existante. Vous avez évoqué les cours d'eau, il y a des espèces floristiques protégées, des espèces animales protégées. On fait l'état des lieux de ce qui existe et on essaie de travailler intelligemment. La réglementation, si on l'écrit, c'est qu'elle doit se justifier ou qu'elle se justifie. Donc pour ça, on met autant d'acteurs que possible autour de la table, des propriétaires forestiers, des gestionnaires forestiers, des transformateurs, des exploitants, pour essayer de travailler collectivement et d'arriver à des consensus aussi sur ce projet. Sachant qu'on n'est pas uniquement sur un projet de préservation, je leur dis, on est aussi sur du développement et la filière bois, c'est vraiment un des piliers fondateurs du futur parc national. Par contre, il y en a quand même qui ne sont pas conscients, c'est les paysans, Ouais. les cultivateurs. Quand on voit sur le bord des routes qui vont être dépouillés, tout ça, c'est inquiétant quand même. Aujourd'hui, il y a des engagements forts qui ont été pris pour l'agriculture. Sonia, tu complètes, hein, si jamais je suis pas complète. Il y a des engagements... Non, mais je vous informe, c'est peut-être bon que vous le sachiez. Il y a des engagements forts qui ont été pris par le préfet, par le président de notre structure qui préfigure le parc national aussi. C'est de dire il n'y aura pas de grandes cultures en cœur de parc. Le cœur de parc, c'est l'ensemble des patrimoines sur lequel on a une responsabilité dans la préservation. Aujourd'hui, cette zone, elle n'est pas définie entièrement, on est sur une zone d'étude du cœur. L'engagement pris... Comment? C'est là l'inquiétude des paysans. Oui, bien sûr. De milliers d'hectares, il va y avoir. Voilà. Et c'est l'objectif de cette année, c'est de définir une zone de cœur finale. Alors il y aura un ou plusieurs cœurs peut-être, je ne rentre pas dans le détail, on pourra en discuter après. L'engagement pris, c'est de dire pas de grande culture en cœur, parce que l'enjeu du parc national, il n'est pas sur ces grandes cultures. On l'a dit, c'est un parc national forestier, l'enjeu il est dans les forêts et dans les lisières et cette mosaïque finalement de paysages. Donc ça c'est le premier engagement qui a été pris. Je crois qu'il ne faut pas, quand on dit le monde agricole est contre le parc, je crois que c'est pas aussi simple que ça. Il y a une partie du monde agricole qui est vraiment contre le projet. Bon, voilà. Il y a une autre partie qui dit nous on est pour le parc national, on pense que ça peut vraiment amener du développement sur le territoire. Par contre, au niveau de nos terres, on ne veut pas être en cœur. À quel voilà. niveau de développement?
C'est ce que Isabelle a rapidement brossé. On a parlé de la filière bois, mais aussi il y a l'aspect tourisme, évidemment. La filière bois, elle existe déjà, elle est déjà bien implantée ici. Ouais, nous, notre espoir, c'est qu'au niveau de la filière bois, on puisse développer peut-être plus d'emplois au niveau de la première et de la deuxième transformation en local.